Bonsoir à tous et bienvenue dans Soir Bleu de campagne. Nous sommes désormais à la dernière ligne droite de cette campagne présidentielle en République du Congo. Et pour en parler, je suis avec notre invité Marc-Alain Menton. Bonsoir. Bonsoir David. Alors vous êtes le secrétaire général de la génération auto-entrepreneur qui a lancé le mouvement de l'aveugle au patriarche. Et pour nous accompagner dans ces échanges, je suis également accompagné de mon cher confrère Guy Fondop d'Afrique Média TV. Bonsoir. Bonsoir Dalini, merci de m'avoir sur ce plateau. C'est également un plaisir. Donc sans plus tarder, Monsieur Menton, revenons tout d'abord sur le bilan de 2021 et 2026 du candidat Denis Sassou Nguesso qui s'intitule En toute transparence. Comment doit-on percevoir très concrètement cette initiative? Est-ce réellement un vrai exercice donc de réédition de comptes et de remise en question ou est-ce d'abord un outil de campagne? La particularité du bilan du mandat 2021-2026 est que le président de la République, en toute responsabilité, a décidé d'écrire un livre qui s'appelle En toute transparence. Ce livre est véritablement une réédition, effectivement, de la confiance qui lui a été faite par mon compatriote. Donc il était important de rendre compte de l'action qui a été la sienne. Mais je voulais revenir sur une vision plus globale. Parce que Ensemble poursuivons la marche est le dernier né d'une série de projets de société que le président de la République a proposé depuis 2002. Alors, en 1997, notre pays connaît des événements malheureux qui se sont soldés par une guerre civile. Et au terme de cette guerre civile, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, arrive aux affaires avec un grand objectif, pacifier le pays, redonner conscience aux Congolais et rétablir les institutions, parce que tout était quasiment à terre. Alors ça a duré 5 ans, et donc à partir de 2002, le président a commencé à proposer des projets de société. Le premier projet de société, c'était la Nouvelle Espérance. Alors, dans le cas de la Nouvelle Espérance, comme son nom l'indique, il fallait mobiliser chacun des Congolais vers une nouvelle vision, un nouvel espoir de développement, de reconstruction, d'unité nationale. Et après la Nouvelle Espérance, donc de 2002 à 2009, nous sommes allés vers le chemin d'avenir. Le chemin d'avenir posait les jalons du développement économique. Après le chemin d'avenir, nous sommes allés vers la marche vers le développement. Et après la marche vers le développement, il y a eu Ensemble poursuivant la marche. Et donc c'est au terme d'Ensemble poursuivant la marche que le président de la République a donc pensé qu'il était important de faire un bilan en toute sincérité envers ses compatriotes. On aura donc aussi l'occasion de poursuivre ce projet de société en seconde partie. Oui. Nous allons beaucoup plus nous concentrer d'abord pour cette première partie sur le bilan, le livre en toute transparence. Guy, souhaitez-vous rebondir sur les propos d'ailleurs du secrétaire général donc de la génération auto-entrepreneur sur le fait que ça soit une réédition et non pas forcément un outil de campagne? Oui, une réédition. Toujours est-il qu'il faut même commencer, Dalini, par questionner la sincérité même des chiffres qu'on a dans ce qui est présenté comme étant une réédition des comptes. Même s'il faut déjà commencer par louer cette initiative du président de la République, du candidat Denis Sassou Nguesso, de se dire, avant de repartir vers mes compatriotes, de leur demander un nouveau mandat, il faudrait au moins que je m'attelle avec les membres de mon équipe à dire ce qui a été fait, à rendre compte de ce qui a été fait pendant les 5 premières années, mais ça ne nous empêche pas de questionner la sincérité des chiffres qui sont dans cette réédition. Quand on sait que l'équipe, l'ensemble de l'appareil gouvernemental a travaillé sur la question. Alors, est-ce que certains ne se sont pas un tout petit peu cachés aussi là-dedans, tout en sachant nécessairement que qu'on n'aurait pas forcément le temps de reparcourir systématiquement toutes les données qui sont présentes là-dedans? L'occasion est ainsi donnée de vous poser quelques questions, notamment sur les chiffres qu'on découvre à l'intérieur. On voit que sur la question de l'accès à l'électricité qui est fondamentale quand on parle de développement, on voit que le document annonce une progression de 10%, de l'accès à l'électricité, avec quand on regarde comment est-ce qu'une ville comme Brazzaville connaît des délestages ou encore une ville comme Pointe-Noire, est-ce que vous, quand vous allez sur le terrain dans le cadre de cette campagne, est-ce que vous arrivez à faire comprendre à ces Congolais-là que vous rencontrez qu'effectivement il y a eu un bond en termes de quantité, de volume de production de l'énergie électrique au Congo? Je dirais que déjà je vais différencier l'électricité en zone rurale et l'électricité en milieu urbain.
Alors, le livre présente un bond de 10%, effectivement, parce qu'il y a des investissements qui ont été faits. Je pense que sur la période 2021 à 2026, on a noté près de 150 milliards de francs CFA qui ont été investis dans le cadre de l'amélioration de l'accès à l'électricité par nos compatriotes. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'à l'intérieur du pays, il y a de moins en moins de délestage. Le taux de pénétration de l'électricité sur le pays est à plus de 80%, ce qui est non négligeable. Et en ville, c'est vrai qu'à Brazzaville et à Pointe-Noire, il y a encore des choses à faire, parce que la demande est plus importante du fait que le niveau de concentration des populations est plus important. Mais nous avons un objectif pour 2030, c'est 1500 MW. Et je pense qu'avec le niveau d'investissement qui est le témoignage d'une volonté politique d'améliorer ce secteur, le niveau d'investissement qui s'est fait sur la période qui vient de s'écouler, nous pouvons espérer que pour l'objectif 2030, nous allons y arriver. Parce que 1500 MW d'objectif, c'est augmenter la part affectée à l'électricité sur notre PIB. À ce jour, le Congo connaît à peu près 1 à 1,5% de son PIB qui est affecté sur l'électricité. Et je pense qu'avec le nouveau projet de société, parce que le président a mis en priorité l'investissement dans les infrastructures, et notamment dans l'énergie, je pense que effectivement nous allons faire une progression dans ce sens. Et nous sommes convaincus que même sur le terrain, les délestages, vous allez le remarquer, vont continuer à baisser jusqu'à ce que nous puissions atteindre l'objectif qui est fixé. Hormis d'ailleurs les promesses d'objectifs, est-ce que au sein du livre, pour les téléspectateurs qui nous suivent, y a-t-il des aveux aussi d'échecs clairs ou même des axes d'amélioration à développer? Parce que si je vous pose cette question au niveau des axes et aussi des aveux d'échecs, c'est en 2021 l'indice donc de développement humain, l'IDH du pays, était classé donc parmi les 146e places mondiales avec quand même des progrès lents. Aujourd'hui, on le classe un peu plus au niveau de la 146e, 154e place. On voit que justement il y a des petites baisses. Alors comment expliquez-vous ce niveau relativement faible pour un pays tout de même pétrolier? Bon, il faut noter que ces classements interviennent dans un contexte particulier. Au lendemain de la crise sanitaire de la Covid-19, nos économies, les économies mondiales ont connu un vrai choc. Et ce choc a impacté directement le social, le cadre de vie, le niveau de vie de nos compatriotes. Mais nous ne sommes pas arrivés au fond du lot, si je peux le dire comme ça. Parce qu'il y a des choses qui ont été faites malgré la crise. Je pense que l'État a suffisamment investi pour garder un niveau d'équilibre de vie pour nos compatriotes qui ne soit pas dérisoire. Et je vais donner un exemple simple. Si vous remarquez que effectivement l'IDH est en légère progression, en légère chute, voilà, l'IDH s'est stabilisé depuis 3 ans. Depuis 3 ans, nous connaissons, je pense que ça doit être autour de 0,500 et quelques, 560. 540, et c'est 0,560. C'est simplement parce que l'État manifeste une volonté réelle de stabiliser le quotidien de nos populations et d'améliorer leur niveau de vie. Alors, quand vous dites pour un pays pétrolier, oui, c'est vrai que nous sommes un pays pétrolier, mais nous sommes en train de travailler à sortir de la dépendance pétrole. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont menées dans le cadre de la diversification de l'économie. Aujourd'hui, l'agriculture est un secteur qui de plus en plus est en promotion. Parce qu'au-delà de l'industrie agricole, nous voulons développer l'agroalimentaire, c'est-à-dire toute la chaîne de valeur agricole. Le président de la République a inauguré 2 semaines avant les campagnes la foire de Brazzaville sur l'agriculture qui était à Mamou, et je pense que vous avez eu l'opportunité de voir les talents congolais qui s'expriment de plus en plus dans l'agriculture, dans l'élevage, ce qui est plutôt rassurant parce que c'est un secteur qui va se développer et c'est un secteur qui va continuer à croître, et nous sommes vraiment en train de rentrer en plein dans la diversification de l'économie congolaise. Donc la diversification pourrait donc sauver le pays. Mais on pourrait se demander réellement si ce potentiel que représente l'agriculture aurait été suffisamment développé lors des 5 dernières années, au courant du mandat qui s'achève actuellement. Le Congo continue à importer 50% de l'ensemble des denrées alimentaires
consommée par les populations congolaises. On sait que le président de la République, le candidat Denis Sassou Nguesso, déjà lors de la campagne du dernier du mandat précédent, avait mis un accent là-dessus. Pensez-vous réellement que le gouvernement puisse briller par une annonce autour d'une évolution simplement de la production agricole, quand on sait que ces 50% des importations de denrées alimentaires représentent aussi des millions d'emplois qui auraient pu être disséminés parmi les jeunes populations congolaises qui sont en quête de souveraineté économique. D'accord. Je vais vous dire une chose, si vous permettez, Guy. L'État investit pour développer l'économie. Alors, pour développer l'agriculture, il faut faire des investissements. Pour faire des investissements, il faut faire des choix. Des choix sur ce dans quoi on doit investir et combien il faut mettre dans les choix que nous avons faits. Aujourd'hui, le président de la République a fait un choix qui est non négligeable, c'est la route. Alors, si vous remarquez, vous allez voir que le tissu routier congolais s'est largement développé depuis ces 10 dernières années. On parle au-delà des municipalisations. Alors, pourquoi il a fait le choix de la route? La route permet de faire acheminer les produits de l'arrière-pays vers les grands centres de consommation. La route permet de donner accès aux zones les plus reculées, aux zones rurales les plus reculées, qui sont enclavées et ne peuvent pas développer une économie agricole réelle. Dans le cadre de cet investissement, il y a des jalons qui ont été posés, la construction des routes, comme je suis en train de le dire. Il appartient désormais à nos agriculteurs de pouvoir se saisir de cette opportunité pour maximiser ou pour optimiser leur capacité d'alimenter les marchés, les grands marchés, c'est-à-dire Brazzaville, Pointe-Noire, Ouessant, Dolisie. Alors, ce que je voulais dire dans le cadre de l'agriculture, c'est qu'il y a un processus qui est mis en place. Vous avez vu les zones agricoles protégées. Il y a eu un programme de distribution des tracteurs en vue de moderniser l'agriculture et de réduire le taux les difficultés. Parce que dans le cadre justement de cette promotion de l'agriculture, il faut multiplier l'intéressement de l'agriculture par nos compatriotes. Aujourd'hui, quand vous voyez l'agriculture telle qu'elle se présente au Congo, ce sont les jeunes qui sont mieux ruraux qui s'intéressent. Les jeunes au niveau de Brazzaville ne voient en agriculture que la pénibilité. Mais il faut mettre en place des moyens, des mécanismes pour que ces jeunes, au-delà de la pénibilité, voient des opportunités de développement économique, voient des emplois, des opportunités d'emploi, voient des opportunités d'entreprendre. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes dans l'État est dans une vision de plus en plus à migrer vers l'agroalimentaire plutôt que l'agriculture à l'étape standard. Et dans le cas de l'agroalimentaire, il y a toute la chaîne de valeur. Et dans cette chaîne de valeur, donc, il y a la logistique, l'entreposage, il y a la transformation, il y a, comment on appelle ça aujourd'hui, comment il s'appelle ça déjà? Le e-marchanding, voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et toutes ces chaînes sont des niches d'emploi, sont des niches d'opportunités économiques et des niches de développement. Alors, c'est une logique. On ne peut pas tout faire au même moment. Il faut faire des choix. Et l'État fait des choix. Ce sont ces choix qui, aujourd'hui, permettent que l'agriculture commence à prendre forme dans notre pays. Et je pense que dans les années à venir, au vu de l'intérêt que le président de la République porte sur cette question, il y aura davantage d'investissements et nous pourrons espérer que l'agriculture se développe. Avec le département des PPP aujourd'hui, on voit des opportunités de partenariat qui vont faire à ce que notre agriculture passe de l'étape semi-moderne à l'étape moderne. Mais en 2026, avec tout de même avec un chômage élevé, ils sont diplômés, ils sortent des écoles, vous pouvez même le suivre dans l'émission Soir Bleu de campagne, mais ils n'arrivent pas donc à trouver des pistes. Et ensuite, ils ne pensent aussi, étant donné que vous êtes le secrétaire général aussi de la génération auto-entrepreneur, lorsque vous jeunes que vous accompagnez, qu'est-ce qu'ils vous disent concrètement? Est-ce réellement le fait que l'agriculture ne les intéresse pas forcément, ou bien même que le travail informel gagne beaucoup plus en poids que le travail formel? Merci, vous avez anticipé en partie ce que je voulais dire. Sur les questions d'emploi, il faut regarder deux choses.
Déjà, officiellement, le chômage au Congo est fixé autour de 43%, je pense, 43% de jeunes. Mais je dirais même que ces 43%, ce sont les emplois formels. Alors, les jeunes Congolais, dans leur résilience, ont pour nombreux réussi à contourner la difficulté des emplois classiques. D'où le taux important de l'informel au Congo. Des activités se créent tous les jours en fonction des besoins. Et ces activités sont des activités, bien qu'étant informelles, qui permettent aux jeunes de s'affranchir de l'oisiveté, de s'affranchir des difficultés économiques, de pouvoir prendre soin d'eux-mêmes, de pouvoir prendre soin de leur famille. Alors, l'informel est non négligeable. Si aujourd'hui, l'État réussissait à formaliser l'informel, je peux vous assurer que 40% de chômage serait revu peut-être de la moitié ou du tiers. Parce que beaucoup de gens font des choses. Peut-être pas les métiers classiques qu'on voit tous les jours, parce que le Congo a une certaine image de l'emploi dans un bureau, mais peu importe la forme de l'emploi, surtout dans le cas de l'entrepreneuriat, comme vous parlez de la génération auto-entrepreneur, beaucoup de jeunes entreprennent. Vous allez voir aujourd'hui des tenanciers de cabine, vous allez voir de plus en plus les taxis motos qui se sont développés aujourd'hui, qui n'existaient pas il y a quelques années. Ce sont des initiatives des jeunes pour pouvoir se trouver quelque chose à faire. Alors, j'aimerais préciser une chose. Il faut changer de paradigme et de vision pour que notre pays se développe. Nous ne pourrons pas rester dans la vision selon laquelle c'est l'État qui doit tout faire pour les jeunes. L'État crée un cadre, crée des conditions, et le peuple se saisit des opportunités de ce cadre et de ces conditions pour créer de la richesse. Nous sommes tous concernés par la création de la richesse. Nous sommes tous concernés. Nous faisons le pari à la génération auto-entrepreneur, nous ferons le pari de promouvoir l'entrepreneuriat. Parce que nous croyons que l'entrepreneuriat est la solution au chômage des jeunes, l'entrepreneuriat est la solution au changement de statut social, l'entrepreneuriat est la solution au développement économique de notre pays. Donc, pour que les gens entreprennent, peu importe le niveau d'entrepreneuriat ou l'échelle à laquelle ils veulent entreprendre, il faut qu'ils se saisissent des opportunités. La deuxième chose, c'est que beaucoup de jeunes méconnaissent les dispositifs existants pour les amener effectivement à entreprendre ou à bénéficier d'un accompagnement de l'État. De ce côté, il y a un travail à faire. Si vous vous rapprochez de la CPCE aujourd'hui, vous allez remarquer que le statut même ou les conditions de création d'une entreprise ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, avec 100 000 francs, en 3 jours, vous pouvez créer votre entreprise. Surtout pour les jeunes de moins de 30 ans, je pense, si je ne me trompe pas. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui se font, qui ne sont peut-être pas suffisamment connues, qui doivent être connues, et les jeunes doivent se saisir des opportunités de tout ce qui a été créé en leur faveur pour pouvoir entreprendre et se développer. Mais ce n'est pas la responsabilité simplement de l'État. C'est la responsabilité de chacun de nous. Nous sommes tous concernés. Je disais dans une émission récemment, aujourd'hui nous avons la route Brazzaville-Pointe-Noire. Mais ce qui est curieux, vous verrez très peu de poissonneries à Brazzaville où on est capable de vendre à 17h un poisson qui a été pêché à 6h à Pointe-Noire. Est-ce que là aussi c'est l'État qui doit le faire ? Est-ce que c'est l'État qui doit entreprendre ? Il y a la route. Il faut réfléchir sur les moyens de conservation, la chaîne de froid. Il faut réfléchir sur l'opportunité de business, sachant que les produits de la mer à Brazzaville sont consommés. Il faut saisir l'opportunité et vice-versa. Aujourd'hui, vous ne verrez pas une poissonnerie à Pointe-Noire où on vous vend du poisson de douce pêché à Brazzaville le matin à 17h ou à 18h. On le voit au Sénégal. Le marché du poisson à la Médina, ce sont des jeunes qui entreprennent parce qu'ils voient des opportunités derrière. Mais il faut changer de paradigme, il faut changer de vision. Vous savez, le président de la République est dans une phase de transmission. Pourquoi ? Du haut de son expérience, du haut de sa pratique de la gestion publique, il identifie les grands caps pour notre pays. Et ces grands caps, il les transmet dans les projets de société. À nous de saisir les caps,
de les décliner et de les optimiser dans ces déclinaisons-là. Sinon, je vais chuter. Sinon, ce qui se passe, c'est qu'il va créer les routes, il va créer des infrastructures, il va créer les textes, il va créer les conditions, et personne ne s'en saisit. À ce moment, qui il faut blâmer? Le président de la République ou ceux qui ne veulent pas s'en saisir? Parce que lui, il remplit sa part. À nous de remplir notre part. Le développement est la conjugaison des efforts des dirigeants et du peuple. Un peuple qui sait saisir les opportunités, un peuple qui sait se développer. Nous avons la ZLECAf qui va arriver dans quelques années. Donc ça veut dire que le marché congolais, qui est un petit marché de 6 millions d'habitants, va s'étendre davantage. Vous pouvez imaginer le nombre d'opportunités qu'il y a derrière ça. Le président a mis en place les zones économiques spéciales. Aujourd'hui, je dois être capable, en tant que Congolais, de réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire pour saisir l'opportunité de la ZLECAf qui arrive? Qu'est-ce que je peux faire pour être capable de saisir l'opportunité des zones économiques spéciales? Nous avons en face de nous Kinshasa, qui est un grand marché, plus de 20 millions d'habitants. Aujourd'hui, en tant que Congolais, c'est un marché potentiel. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Ça aussi, c'est le président de la République qui doit... On vous écoute, mais on se demande si réellement vous-même vous croyez dans ce livre bilan qui a été donc dressé au terme du mandat actuel du président de la République. Oui. Alors, vous êtes auto-entrepreneur vous-même, vous êtes donc aussi du secteur privé. Et Oui. quand on regarde ce qui a été fait pendant les 5 dernières années, on se rend compte que la dette intérieure, c'est-à-dire ce que l'État congolais doit aux investisseurs, aux entrepreneurs qui sont de nationalité congolaise, Oui. on voit que cette dette intérieure est passée de 47,6% en 2020 à 56% du PIB en 2024. On voit là donc une augmentation, une dette intérieure oui, qui désormais atteint 1745 milliards de francs CFA. Alors imaginez-vous un seul instant si pendant ce quinquennat du président qui s'achève, si on avait payé cet argent aux entrepreneurs congolais, ne serait-il pas capable d'opérer toutes les transformations que vous êtes en train de préciser et d'employer des centaines de milliers de Congolais et permettre aussi, dans le cadre de la ZLECAf, que ces employeurs congolais puissent avoir les moyens de pouvoir compétir le moment venu avec d'autres producteurs sur le continent africain? Oui, bon, je vais revenir à ce que vous avez dit, mais je vais d'abord préciser une chose sur la sincérité dont vous faites mention depuis tout à l'heure. Personne n'a demandé au président de la République de rédiger un livre en toute transparence sur son bilan. Personne. Je ne dirais pas qu'il n'était pas obligé, mais je dirais que c'est une volonté de réédition de sa part. Parce que personne n'est venu lui mettre une arme au cou pour lui dire rédige un livre, voilà. Non. C'est en toute sincérité et en toute responsabilité. Et s'il se prête au jeu en toute sincérité et en toute responsabilité, c'est parce qu'il sait ce qu'il a fait. Il est conscient que son bilan est positif. Il ne viendrait pas rendre compte à des compatriotes qui ne lui ont rien demandé s'il n'était pas conscient que son bilan est positif. Au contraire, il aurait fait une fuite en avant. Il aurait évité d'ailleurs d'aborder ces questions. Alors, je voudrais, pendant que nous échangeons, je pense qu'il faudrait, l'approche que j'ai ici, c'est de comprendre peut-être un éventuel écart qui pourrait y avoir entre ce que dit le gouvernement sortant et ce que veut le président de la République, ce qu'il a promis. Parce qu'au quotidien, le président porte une vision. Et le président portant dans cette vision, il agit par décret et par toute forme de nomination. Il désigne des personnes qui doivent conduire cette politique. On ne doute pas ici de sa sincérité et de sa volonté à vouloir faire en sorte que cette jeunesse congolaise-là puisse prospérer et bénéficier des nombreux avantages dont jouit le Congo. Mais on se demande, est-ce que pendant ce quinquennat qui s'achève, est-ce que le gouvernement a écouté le patronat congolais qui crie depuis et demande à ce qu'il y ait un paiement, même accéléré de la dette intérieure, pour donner les capacités aux entreprises congolaises pour qu'elles puissent créer encore davantage en réinvestissant, créer encore davantage d'emplois et aussi être capables donc de bénéficier des énormes niches d'opportunités qui sont dans cette économie, à savoir notamment dans le secteur de la logistique, avec le corridor 13 qui est en construction. Le moment venu, si ces patrons n'ont pas
de la ressource, comment est-ce que ces patrons pourraient bénéficier de cette chaîne logistique qui se met en place? Vous savez, dans le livre Bilan du président de la République, dans son premier chapitre, il parle de rétablir la confiance. Et pour rétablir la confiance, je pense qu'il y a des équilibres macroéconomiques qu'il fallait ajuster, mais aussi la dette. Il fallait restructurer la dette et l'épurer. Alors, un ensemble de dispositifs d'épurement de la dette a été mis en place. Et je pense qu'à ce jour, vous avez donné les chiffres tout à l'heure sur... Les chiffres sont très positifs. On va reconnaître une réduction, alors extrêmement, une large réduction de la dette congolaise qui aujourd'hui représente à peu près 94%, voire 98% du produit intérieur brut. Oui. Au sortir de, je vais dire, il y a 5 ans, cela était, le Congo était dans une situation d'endettement assez difficile. Alors au moins là, les équilibres extérieurs ont été rétablis. Vous enlevez les mots, c'est là où j'allais en venir. Nous étions à plus de 111%, je pense, si je ne me trompe pas, du PIB. Et aujourd'hui, nous sommes autour de 93%. Parfaitement. Ça veut dire qu'il y a une volonté manifeste d'épurer cette dette intérieure. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'économie respire. Il faut que les entrepreneurs nationaux soient en mesure de rentrer dans leurs fonds pour pouvoir réinvestir, pour pouvoir saisir de nouvelles opportunités. Alors, les efforts qui ont été menés jusqu'à ce jour pour épurer la dette intérieure sont en continu. Pourquoi je dis sont en continu? Parce que le ministère des Finances a émis récemment un programme d'emprunt obligataire, je pense, qui visait essentiellement à libérer, je pense que ça devait être un volume de 25 ou 27% de la dette qui concernait des échéances avant Covid. Alors, aujourd'hui, avec tout ce qui est en train de se faire, je reste positif dans ce sens où la volonté manifestée est un gage de succès futur. C'est-à-dire que quand les choses sont entreprises, c'est parce qu'il y a une volonté de faire, une volonté d'améliorer. Et aujourd'hui, nous pouvons mettre sur la table cette volonté et dire que hier, nous étions dans telle situation, aujourd'hui, nous sommes dans telle autre situation. N'oubliez pas que notre pays a été frappé de plein fouet par une crise multidimensionnelle au lendemain de la crise de Covid-19. Ce n'est pas que notre pays, mais ce sont les économies mondiales qui ont été secouées. Et le Congo n'a pas été en marche. Aujourd'hui, dans le projet de société que le président propose ou préconise, dans les 10 actions prioritaires qu'il propose, il parle de l'augmentation des revenus financiers nationaux. L'augmentation des revenus financiers nationaux. Le but d'augmenter ces revenus, ce n'est pas que l'investissement, mais c'est aussi régler le problème de la dette. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'économie tourne. Il faut que les investisseurs ou les hommes d'affaires congolais soient capables de rentrer dans leurs fonds et de pouvoir effectuer leurs activités comme ils savent le faire. Alors, nous avons autant d'intérêt à mettre un blocus sur cette question. Je n'aimerais pas m'avancer sur des questions de planification qui sont réservées au ministère des Finances, qui selon les choix et les priorités qui sont les siens, planifient effectivement le remboursement de cette dette, mais j'aimerais plutôt souligner qu'il y a une volonté palpable et manifeste qui est là. Et cette volonté palpable, manifeste et non négligeable, elle est gage de succès futur. Monsieur Manteau, avant de donc rentrer dans le vif du sujet du projet de société, vous défendez un projet donc écrit, chiffré, on le rappelle, on est donc à la dernière ligne droite donc de ces élections présidentielles en République du Congo. Mais du côté de l'opposition, on ne connaît pratiquement pas encore réellement le programme de certains candidats. Est-ce réellement un avantage pour donc le candidat Denis Sassou Nguesso ou un risque de débat à sens unique pour un pays qui se veut démocratique? Je dirais plutôt que
On ne va pas à une élection présidentielle en aventure. Quand on va à une élection présidentielle, on conçoit un projet de société qu'on propose à des compatriotes. Et ce projet de société est une vue de l'esprit, de la vision qu'on a du développement du pays ou du développement personnel de ses compatriotes. Malheureusement, certains de nos compatriotes sont venus à cette élection présidentielle avec beaucoup de slogans, mais sans projet réel. Sans pourtant vouloir dénigrer. À ce jour, je peux vous dire, je ne connais pas le nom du projet de société d'un seul des 5 autres candidats que le président Denis Sassou Nguesso. Je n'ai pas vu, sauf si vous avez vu, écrit quelque part le projet de société. J'entends des concepts, ça et là, mais ça reste des slogans. Mais cela n'est pas étonnant, parce que vous savez, la politique congolaise a été parsemée de beaucoup d'improvisation, que ce soit au niveau de la majorité ou au niveau de l'opposition, et surtout au niveau de l'opposition d'ailleurs. Mais le président de la République, le président candidat, est resté fixe sur son cap. Alors, les improvisations dont je parle, ce sont les projets politiques. Nous avons une opposition pendant longtemps qui avait pour ce projet politique Sassou doit partir. Mais Sassou doit partir n'est pas un projet politique. Le projet politique est une réflexion sensée, pertinente, conforme à la vision de développement qu'on a du pays et qu'on propose à des compatriotes. Mais si vous n'avez pour seul projet politique que Sassou doit partir, vous attendez à quoi? Ben aujourd'hui, le scrutin le révèle. Et c'est dommage d'aller en aventure, de prendre 25 millions, aller donner. Bon, après, vous savez, chacun de nous poursuit un objectif. Il y en a qui ont besoin de visibilité, il y en a qui ont besoin d'être connus, ou que sais-je. Mais c'est pas étonnant. Alors, je dirais que dans ce cadre, la durée du président de la République à la tête de l'État est un avantage pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à brasser le maximum de cadres possibles. Et ces cadres sont une intelligence qui contribue, qui concourt au projet de développement qu'il a, pour l'améliorer, pour le parfaire. C'est normal qu'on ait un projet sensé. Vous croyez qu'écrire 100 pages pour expliquer ce qu'on veut faire d'un pays, c'est donné à quelqu'un qui ne sait que chanter, ça doit partir, voilà. Il ne chante que, comment je peux dire, les manquements du pays. Ils sont incapables de voir les améliorations. Il y a des choses qui se font au Congo. Il y a des choses. On peut débattre sur des choix. Je vais vous poser une question simple. Aujourd'hui, ils critiquent les routes qui sont construites. Mais c'est un investissement. Est-ce qu'ils se sont déjà posé des questions sur comment on fait pour trouver l'argent pour construire ces routes? Le projet de société, Ensemble poursuivant la marche, a été évalué à environ 8 745 milliards de francs CFA. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y avait le PND 2021-2026. Mais cet argent le trouve-vous? Vous croyez que c'est seulement les recettes pétrolières? Il faut réfléchir. Où est-ce qu'on trouve l'argent pour investir? Mais eux, ils ont des projets qui ne sont pas chiffrés. Ils ne nous disent pas comment ils trouveront l'argent pour financer leurs projets. Mais c'est de l'illusion. Est-ce que vous y voyez par là un danger tout de même pour la démocratie, donc en République du Congo? Il n'y a pas de danger pour la démocratie, parce que la démocratie, c'est le cadre qui est créé, l'opportunité qui est donnée à tout le monde de solliciter les compatriotes, de promouvoir ses idées, de promouvoir sa volonté, de promouvoir sa vision du pays. À ce moment, la démocratie ne souffre d'aucun problème. Parce que les conditions sont créées pour que la démocratie soit effective. Si derrière, les acteurs politiques ne sont pas sérieux, à ce moment, c'est pas la faute à la démocratie. Alors, peut-on évoquer les financements? Oui. Vous avez parlé tout à l'heure de la difficulté. Il faut rappeler aux téléspectateurs que concevoir un projet politique, un programme politique, pour un pays qui fait plus de 350 000 km² avec une population certes modeste, 6,5 millions d'habitants, n'est pas chose aisée. Il faut des centaines de millions de francs CFA pour faire travailler des cabinets d'expertise. C'est pourquoi on ne s'improvise pas, il faut s'organiser. Alors, quand on mène un projet... Avec 25 millions de financement de campagne, est-ce qu'ils sont capables de le faire? Je vous dirais, il y a un dicton, un adage qui dit « L'ambition dont on n'a pas le talent est un crime ». Quand on a une ambition, il faut s'organiser. On ne va pas blâmer le président de la République
du fait que ces challengers n'ont pas les moyens de structurer leur projet, n'ont pas les moyens de faire des études pour pouvoir rendre pertinent leur projet. Est-ce que c'est la faute du président de la République? Les motivations, je ne ferai pas de fixation personnelle, mais quand je vois l'opposition, il y en a qui n'ont pas de véritable parcours professionnel. Je me demande même où est-ce qu'ils ont trouvé les 25 millions, parce qu'ils n'ont pas de véritable parcours professionnel, où est-ce qu'ils ont trouvé les sous. Parce que même pour prendre un crédit en banque, il faut avoir des gages. Où est-ce qu'ils ont trouvé les sous pour déposer la caution, pour financer une campagne. Donc il y a beaucoup d'aventures. Je n'aimerais pas rentrer dans les détails, mais il y a beaucoup d'aventures. Beaucoup d'aventures. Parce qu'il suffit de regarder les profits professionnels de ces personnes. À la limite, il y a deux qui sortent un peu du lot, mais encore là, les moyens. Il y a Kinoubi Kiambungu, qui a été à l'Assemblée nationale. Bon, je suppose qu'il y a un certain niveau de revenus. Est-ce que ces revenus lui permettent d'avoir les moyens de mener une campagne présidentielle? Je doute. Il y a Vivien Manango qui est prof à l'université. Oui, il a un certain niveau de revenus. Est-ce que ces revenus lui permettent de mener une campagne présidentielle? Est-ce qu'il a eu les bons soutiens qui investissent pour lui? Je ne sais pas. Mais après, vous voyez, le président de la République, même quand il pose acte de candidature, les cadres se mobilisent pour apporter leur contribution. C'est pas de la mascarade, c'est réel. Les gens apportent leur contribution. Les gens qui croient en lui, qui l'estiment, ses sympathisants, apportent leur contribution. Mais ces candidats-là, est-ce qu'ils ont réussi à solliciter des compatriotes pour apporter leur contribution, pour financer leur projet? Mais commencez déjà par ça, par convaincre les gens, et que les gens prennent l'argent de leur poche pour aller donner. Donc, à ce moment, je ne vois pas encore on devrait blâmer le président de la République si ses compatriotes ne sont pas capables de pouvoir mobiliser les ressources nécessaires pour promouvoir leur projet politique ou leur ambition. Messieurs, nous arrivons donc à la fin de l'émission. Nous avons déjà fait une émission sur le projet de société avec les 10 axes prioritaires que j'invite donc nos téléspectateurs à vouloir suivre. Mais pour réellement clôturer globalement, parce que vous voulez faire donc cette deuxième partie dessus, selon vous, l'intérêt aujourd'hui de ce projet de société s'axe sur certes les jeunes, l'emploi, aussi l'accès à l'eau, à l'électricité. Vous trouvez pas qu'il y a tout de même des choses qui ont été mises de côté, étant donné le côté culturel et sportif que devrait donc le candidat Denis Sassou Nguesso mettre aussi en avant et faire des axes aussi de proposition sur ça, étant donné que quand même la République du Congo peut faire aussi preuve de soft power en termes culturels et aussi sportifs. N'y a-t-il pas eu un manquement et aussi une sorte de mise de côté de ces deux projets, de ces deux cadres, la culture et le sport, qui ont été mis, comme je l'ai dit, de côté? Je vais donner mon dernier mot de la fin et je vais expliquer pourquoi. Mon dernier mot de la fin consiste à exhorter nos compatriotes à aller voter massivement le 15 mars 2026 le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Ce serait faire le bon choix que de le voter. Sur le panel des différents candidats, le président de la République est le candidat le plus sérieux, est le candidat qui a le plus d'expérience, est le candidat qui a autour de lui le plus de cadres possible pour pouvoir mener à bien la vision qu'il préconise de notre pays. Vous avez demandé pourquoi, je vous dirais que le Congo d'aujourd'hui, c'est comme une maison. Quand on veut construire une maison, on acquiert un terrain, on dessine ou on établit le plan de la maison que l'on veut construire. On appelle les personnes à même de construire cette maison pour faire un point sur les implications, sur ce dont on a besoin et sur combien ça va coûter. Une fois que c'est fait, on apprécie les ressources et on se lance. Alors, en se lançant, on commence par ratisser le terrain, le rendre le plus clean possible et adapté à la construction. Alors, on commence par la fondation,
on monte les murs, on fait la toiture, on fait les finitions. Entre-temps, on a installé l'électricité, on a installé l'eau. Et une fois que tout ça est fini, on passe aux finitions. L'embellie de la maison, la peinture et autres. Et c'est la même chose pour le Congo. La maison voulue par le président de la République, c'est le développement du Congo. Quand il parle du développement du Congo, il parle du développement du Congo en tant que personne morale, un pays, un État. Alors, quand il nous a proposé la nouvelle expérience, nous y avons cru. C'est donc le fameux schéma de la maison, la nouvelle espérance, le schéma de la maison. Alors, après la nouvelle espérance, nous nous sommes engagés dans le chemin d'avenir. Donc, c'est la fondation qui a été construite. La fondation a été faite. Peut-être pas parfaitement, parce que l'œuvre humaine est faite d'imperfections, mais elle a été suffisamment solide pour supporter les murs qui ont été élevés. Les murs qui ont été élevés, c'est la marche vers le développement. Parce que nous avons réussi à sortir des murs de sol. Et après la marche vers le développement, nous avons poursuivi la marche. Nous sommes allés à la toiture. Et aujourd'hui, étant à la toiture, il faut accélérer la marche. C'est-à-dire, on va terminer la toiture et on va rentrer dans les finitions. Placer les cadres sur les fenêtres, placer les prises, placer le staff à l'intérieur. Et là, nous allons vers l'accélération vers la marche. Et l'accélération vers la marche, c'est le projet de société qui fait atterrir tout cet édifice de construction. Tout ce qui a été fait vient se couronner par l'accélération vers la marche. Donc nous allons accélérer le développement du Congo au travers de ce nouveau projet de société. Eh bien, merci beaucoup. Et ça beaucoup. obéit à une certaine cohérence qu'aucun autre homme, aucun autre candidat n'est capable de proposer aux Congolais à ce jour. Eh bien, merci beaucoup Marc-Alain Monteau, secrétaire général de la génération auto-entrepreneur qui a lancé le mouvement de la vague bleue au patriarche. Merci également à mon collègue Guy de nous avoir accompagnés dans cette émission Soir Bleu de campagne. Et également merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement dans Soir Bleu de campagne.